Bonjour à tous, bienvenue pour cette cérémonie des Thé d'Or 2021. Nous sommes avec Pauline et Julien de la Pepperpot Team. Et c'est maintenant la 3e cérémonie qu'on fait, c'est un petit peu devenu une tradition sur la chaîne. Ouais. Et on va revenir ensemble sur l'année cinéma 2021. Une plutôt bonne année qu'on a eue, je trouve, après une année 2020 un petit peu bizarre. Une année quand même encore un peu étrange, parce que y a eu les cinémas qui ont été fermés une bonne partie de l'année, et donc du coup elle a un peu coupé. Mais ouais, bonne année, ouais. Ouais, mais on a pu enfin voir les films qu'on attendait depuis longtemps, qui ont été reportés, du coup, suite à la longue fermeture des salles, et on va vous en parler un petit peu dans ce bilan. Et on commence tout de suite avec la bonne surprise de l'année. Pour cette première catégorie, les nominés sont Lamb de Valdimar Johansson, Cruella de Craig Gillespie, Kaamelott premier volet de Alexandre Astier et Host de Rob Savage. Et le gagnant est Lamb. De quoi bêler de plaisir. Et oui, Lamb, ce film sur les agneaux. Ce documentaire animalier. J'adore le cinéma. Non, plus sérieusement, du coup, c'est un film sur deux fermiers qui se prennent d'affection, on va dire, pour un agneau un peu particulier. On peut pas trop en dire, parce que sinon, ça spoil vraiment... Ça spoilerait. Ce film, c'est une bonne surprise pour moi, parce que c'est vrai que quand on voit une affiche écrit Lamb et quelqu'un qui porte un agneau, je me suis pas tout de suite dit ça va être un film pour moi. Et en fait, tu t'attaches aussi à cet agneau, tu t'attaches à cette famille, et tu es retourné par la fin. Ouais, le seul truc qui m'a mis un peu sur la piste de ça pourrait être pour moi, c'est le fait que ce soit un film à 24. Ouais. Oui, voilà. Parce que bon, quand on voit à 24, ça titille un petit peu la curiosité. Enfin, oui, c'est globalement des films très bien produits, léchés. Des films de Elevated Horror, comme vous en avez dit ouais, sur mais votre en fait, chaîne. Allez voir notre vidéo sur l'Elevated Horror, c'est très intéressant. Pouce bleu. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre avec A24, ça peut être très bien, comme ça peut être très... un film d'ambiance en fait auquel tu peux ne pas attacher. Là j'ai trouvé que... au moins c'est toujours différent et surprenant. Voilà, c'est ça, donc tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Des propositions fortes. Ouais. Donc c'est vrai que à part le fait que ce soit un film à 24, je savais rien sur Lamb en fait. Et c'est vrai que c'est très surprenant, ça ressemble à aucun autre film à 24. C'est pas un film d'horreur en fait, parce que le film est quand même pas mal marketé film d'horreur. Oui, on a vu la bande-annonce. La bande-annonce, c'est une horreur la bande-annonce, ça n'a rien à voir avec le film. Ouais, ça le vend pas bien. Non. Mais c'est vendu comme un thriller presque. Ouais, voilà, donc... c'est pas ça du tout, moi je m'attendais à voir un film d'horreur, mais... Alors, il y a des aspects un peu horrifiques, forcément, mais c'est vraiment un film surtout, on va dire, contemplatif, dans le bon sens du terme, qui prend son temps, un film à ambiance, qui installe des personnages, et donc du coup, une situation qui est touchante, et pourtant qui instille du malaise, quoi. Et c'est assez bien réussi, effectivement, ouais. Et Naomi Rapace, comme d'habitude, elle est excellente, quoi. Toujours une excellente actrice, ça. Ouais, le film a une ambiance vraiment très particulière, presque poétique, et... Déjà, rien que le fait de voir un film islandais, déjà on en voit très peu, on va pas se mentir. Donc ça t'emmène dans un univers que tu connais pas forcément. Et t'as ce côté un peu reclus avec ces bergers qui vivent au fin fond de l'Islande, un petit peu coupés du monde, ça aide à avoir cette ambiance un peu fantastique. Et ouais, c'est vrai que c'est une surprise dans le sens où tu t'attends pas à ce que le film prenne cette direction-là, quoi. Et le film, il est sorti en France, là. Récemment, c'est The Jokers, donc on en parle souvent aussi de The Jokers dans les bilans de fin d'année. C'est une maison de diffusion de films qu'on aime beaucoup, qui justement a beaucoup de films un peu audacieux comme Lamb. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de voir Lamb au cinéma, allez-y, quoi. Faut vraiment que ce genre d'initiative emmène des gens en salle, quoi. Bon, du coup, on va pouvoir passer à la catégorie suivante, et donc maintenant, nous allons parler de la prestation qu'on a préférée cette année. Et pour la catégorie de la meilleure prestation, les nominés sont Adèle Exarchopoulos dans Mandibule, Adam Driver dans Annette, Frances McDormand dans Nomadland et Zendaya dans Malcolm et Marie. Et la gagnante est Zendaya pour l'ensemble de son œuvre.
Zendaya, on l'a mise pour Malcolm et Marie, mais en réalité, c'est un peu pour l'ensemble de ce qu'elle a fait cette année. Hein. Pour l'ensemble de son œuvre. De ce qu'elle a fait. Parce que, bon, oui, parce que, bon, cette année, elle a aussi été dans Dune. Alors, Spider-Man, on l'a pas encore vu, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit excellente dedans. Bah, elle est excellente dans les 2 premiers volets, donc il y a peu de chances que d'un coup, elle se mette à mal jouer. Mais cette année, elle a vraiment fait des rôles super différents et tous extrêmement qualitatifs. Ouais. Donc, on a mis quand même Malcolm et Marie parce que c'est un film qui est sorti en début d'année et qui a une proposition super originale parce qu'en fait, c'est juste 2 acteurs dans une maison. C'est vraiment le film de confinement, quoi. Ah oui. C'est le film tourné en équipe minimale avec 2 acteurs dans un seul décor et qui est excellent. C'est sur Netflix, hein, je crois. C'est sur Netflix, ouais. Netflix, ouais. Et du coup, c'est vrai que ça paraissait pas très pertinent de la mettre pour Dune alors qu'on la voit pas beaucoup dans le film. Mais elle est belle. Mais quand on la voit, alors là... Elle rayonne. Zendaya, pour moi, ça s'imposait comme vraiment la prestation de l'année parce que elle est bluffante. Mais surtout, incroyable. Elle est très jeune. Elle est beaucoup plus jeune que son partenaire dans Malcolm et Marie. Et pourtant, elle en impose. À chaque fois qu'elle parle, à chaque fois qu'elle est même à l'écran et qu'elle dit rien juste dans des regards, vraiment, il y a une présence qui est absolument incroyable. Évidemment, les dialogues sont très bons et donc du coup, elle arrive à les habiter, ces dialogues. Et je trouve que pour une petite nana de son âge, elle va avoir une carrière qui sans doute va être incroyable. Ce qui est fou, c'est que dans sa carrière, rien que cette année, on voit qu'elle peut être aussi bonne dans des films à grand budget, comme Dune, ou sans doute Spider-Man No Way Home, et des toutes petites productions, des films plus auteurs, quoi. Elle est incroyable, cette actrice, elle te fait passer un truc dans un regard, enfin... Elle est hyper, ouais, franchement. Moi, ce qui me fait rire avec Zendaya, c'est qu'à chaque fois, je me dis que c'est Zendaya, en fait. Elle joue Zendaya, en fait. Mais alors qu'en plus, elle fait des rôles différents à chaque fois. Ah ouais, ah non, elle fait tout le temps. Mais genre, c'était dans Dune, tu me dis, mais pourquoi il pense à Zendaya parce qu'on voit, des images. Parce que quand tu te sens mal dans la vie, tu penses à Zendaya et ça va mieux, hein. Je pense que c'est le fait qu'elle ait pas de nom de famille aussi, ça fait un peu du que c'est un personnage. Hein. C'est Zendaya. Pour revenir un peu sur Malcolm et Marie, c'est un film de Sam Levinson. Qui a réalisé un film, Assassination Nation, mais aussi qui est le créateur de Euphoria, voilà, de la série Euphoria, avec, dans un des rôles principaux, Zendaya. Et c'est là que j'ai vraiment découvert en fait le grand talent de Zendaya, qui joue une adolescente paumée, camée, elle est absolument incroyable. Et ce qui est fort, c'est que ce même réalisateur arrive à en faire une femme plutôt mûre en fait dans Malcolm et Marie. Et elle est aussi excellente dans les 2 rôles. Et Zendaya, elle est un peu entre 2 âges pour le moment, où elle peut jouer et les adolescentes et les femmes mariées, et elle est tout aussi crédible dans les 2. Et vraiment, c'est une des meilleures actrices de sa génération. Pour le moment, enfin, je trouve. Une des plus prometteuses en tout cas. Ouais. Et on continue tout de suite avec la catégorie du plus beau film de l'année. Passons aux films les plus beaux de l'année, avec La Vampira de Barcelona de Luis Danes, Le Peuple Loup de Tom Moore, The Mitchell vs. The Machines de Mike Rianda et Bliss de Joe Begos. Et le gagnant est La Vampira de Barcelona, muy impresionante. Donc, La Vampira de Barcelona, comme son nom l'indique, c'est un film espagnol qu'on a eu la chance de découvrir dans le cadre du Bruxelles International Film Festival. At home. Qu'on appelle plus communément le BIF, qui était cette année, qui était en ligne, et donc on a pu voir par ce biais-là, et qui est un film vraiment somptueux visuellement. On est sur un noir et blanc léché, avec des tas de références picturales, avec des tas de références à des tableaux, on plonge en fait dans une histoire d'une légende urbaine sur une vampire qui aurait une légende urbaine de Barcelone, sur une vampire qui aurait kidnappé des enfants. Voilà, si quelqu'un veut prendre leur lait parce que je galère un peu. Non mais ce qui est en fait, pour parler vraiment de l'aspect beauté, si on l'a relevé, c'est parce qu'effectivement on est sur du noir et blanc, sauf quand on se trouve à l'intérieur d'un bordel. Là où se développe toute la société cachée des vampires. Et il n'y a pas tant de scènes en couleur que ça dans le film, mais quand elles arrivent, elles font une telle rupture et c'est très baroque, c'est très grotesque, ça en fait des caisses, et c'est vraiment, vraiment magnifique.
Et il y a même des plans où, du coup, on voit une frontière. Des fois, il y a une porte qui s'ouvre. D'un côté, il y a le noir et blanc. Et quand le personnage entre, d'un côté, de l'autre côté, il y a la couleur. Et donc, du coup, il y a un passage comme ça sur un même écran. Et c'est vraiment géré. Tous les plans sont magnifiques, les cadres, etc. C'est vraiment un travail, mais d'orfèvre. Et déjà, le noir et blanc donne une ambiance vraiment sordide au film. Et en fait, on pourrait penser que quand on arrive dans la couleur, c'est beaucoup plus joyeux. En plus, c'est dans une ambiance de bordel, de fête, machin. Non, c'est encore plus sordide. C'est encore pire. Ah non, mais vraiment, les parties dans le bordel, elles sont sublimes. Vraiment, c'est des tableaux. C'est tous les plans dans le bordel sont des tableaux. Mais d'un sordide. Et encore, du coup, c'est un film qu'on a vu quand même il y a assez longtemps. Et il y a vraiment des plans qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment serré les tripes. Dire que c'est des plans qui te hantent toujours. Oui, des plans qui m'hantent toujours. Rien en regardant l'affiche, je trouve qu'on ressent ce côté. Totalement. On ressent ce qu'on va voir au moins dans le bordel en fait. Et mais c'est vrai que les scènes dans le bordel sont horribles quoi. En fait, il y a un fort contraste entre le côté sordide, glauque des événements et la beauté de ce qui est montré. C'est ça qui marque. C'est vrai que c'est des couleurs très chaudes. Et c'est rare que dans des films assez glauques, sordides, on ait des couleurs chaudes comme ça. Oui, parce qu'on nous montre vraiment une ambiance festive, qui est festive en fait pour les gens qui l'organisent, mais qui d'un point de vue moral le sont pas du tout en fait. C'est vraiment des trucs abominables qu'on nous montre. Et c'est même au-delà même de l'aspect pictural, c'est quand même un film que je vous invite à découvrir parce que c'est très bien écrit et c'est vraiment prenant. Et je pense pas qu'il soit sorti en France. Je sais pas s'il est au-delà prévu au-delà des festivals. Donc, du coup, en Belgique, Bruxelles, etc., il est pas sorti énormément. Bon, bah marquez-le quelque part sur votre watchlist pour quand il sortira au cinéma en France parce que vraiment. Vous contactez toutes les maisons de diffusion de films. Vous dites alors, ça sort quand ça? Il y a bien Amazon Prime qui va le racheter. Et cette année, nous avons eu énormément de propositions musicales, de comédies musicales. Donc cette année, je crois que c'est la première fois dans la cérémonie, on vous propose la meilleure chanson de l'année. Dans la catégorie de la meilleure chanson de l'année, Work of Art dans Everybody's Talking About Jamie, Carnaval del Barrio dans In the Heights, So May We Start dans Annette et Welcome to the Internet. Et le gagnant est So May We Start. En effet, nos 4 compères vont commencer à en parler dès maintenant. Alors, Annette, c'est difficile d'en parler, je trouve. Du coup, on va pas le faire. Catégorie suivante. Non, mais déjà, concentrons-nous sur la chanson, puisque c'est la chanson qui a gagné, So May We Start. Déjà, moi, ça m'a fait très plaisir de voir une comédie musicale, entre guillemets, avec des sonorités plus rock, plus opéra. Ce n'est pas une comédie musicale, c'est un opéra rock. C'est un opéra rock. Bref, quoi que ce soit, So May We Start, très vite, moi, j'ai pleuré, en fait, en la découvrant au cinéma. Parce que oui, moi, quand je vais voir des comédies musicales ou des opéras rock, j'essaye de pas connaître les chansons en fait avant de voir le film. Comme ça, j'ai une surprise totale. Et pourquoi j'ai pleuré, c'est bête, mais c'est parce qu'effectivement, c'était après le festival de Cannes, ou pendant le festival de Cannes qu'il est sorti Annette. Et on a été dans notre tout petit cinéma et on a trouvé une salle bondée en fait. Où les gens ont applaudi quand les lumières se sont éteintes, etc. Et en fait, on était déjà dans une espèce de communion du cinéma retrouvée après des mois où c'était fermé, où on a été confinés, on regardait des films sur notre télé. Et là, on a retrouvé vraiment le plaisir de découvrir un film, d'aller au cinéma ensemble. Et donc, du coup, le film commence avec Léo Scarax qui dit on y va. Allez, on relance le cinéma, c'est parti. Et donc, du coup, c'est ça qui est très fort avec So May We Start. En plus de la musique, ça m'a foutu des frissons en fait de retourner en salle de cinéma et de voir le cinéma vivre tout simplement. Et au-delà de ça, la chanson je la trouve absolument géniale. Je l'écoute vraiment très très souvent. C'est la chanson de film que j'ai le plus écouté cette année, je crois. La musique est super. Le film Annette, c'est un projet qui est porté par les Sparks.
qui est un duo culte de la pop britannique. Culte surtout en Angleterre, j'ai Surtout en l'impression. Angleterre. Moi je ne connaissais pas, Ouais, mais voilà. apparemment c'est un duo Mais je culte. connaissais pas non plus. Mais apparemment c'est super connu au-delà de ça. Edgar Ah, Wright non. il a sorti un Oui. documentaire cette C'est bien ce que je année. disais, il y avait un documentaire Ouais, non. sur... Ouais, il y a eu un documentaire qui est sorti cette année, et donc il y a ce film en plus qui sort, donc c'est vraiment leur année, qui est un projet sur lequel ils bossent depuis des années, et dont ils ont composé toute la musique. Il y a eu plein de réalisateurs qui devaient bosser sur un film avec la musique des Sparks. Il y a eu notamment Tim Burton qui était sur le projet. Ouais, il y a eu Tim Burton, il y a eu plein de gens qui étaient sur le projet, c'est finalement Léo Scarax qui en a hérité. Et ils ont composé cette partition qui est un sans faute pour moi. Enfin, moi je l'écoute en boucle, cette BO. Non, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Mais on reviendra sur le film, je pense, ultérieurement. Peut-être, qui sait. Peut-être qu'il est ailleurs dans ce top, je ne sais pas. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est vraiment les musiques qui, comme Flavia le disait, Marie même, sont différentes de ce qu'on entend en ce moment. C'est J'en pas peux bon, plus ouais. des comédies musicales avec Lin-Manuel Miranda. Alors nous, on aime, Qui alors, nous, on imite aime Lin-Manuel toujours. Miranda. Non, mais c'est pas ce... C'est parce que ce n'est pas une comédie musicale, c'est un opéra. Ah. Voilà, bah, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai que les chansons de comédie musicale actuelles, je les supporte pas. J'ai toujours l'impression d'entendre la même chose. Alors je sais que c'est sûrement pas la même chose et je suis pas trop musique, donc ça doit être. Mais vraiment, au moins dans Annette, il y avait ce côté, les chansons sont complètement différentes. Il y a des voix qui partent. Oui, c'est Enfin, pas toujours c'est mal super chanté, on va juste, dire. mais on s'en fout en Non, fait, pas parce que mal, c'est non. bien interprété par des gens qui ne sont pas des chanteurs. En Voilà, fait, c'est un Pauline peu ça. dit ça Et- mieux que moi. Ce qui est impressionnant en fait dans les chansons de Annette aussi, c'est que les acteurs chantaient en direct des scènes Ah qui oui, étaient Oui, prises. aussi, c'est vrai. Marion Cotillard a été doublée sur certaines scènes par une chanteuse lyrique. Oui, bah quand elle Ouais. a sa voix d'opéra, effectivement. Sinon, oui, c'est vraiment elle qui chante et ça m'a impressionné. Je savais Ouais. pas qu'elle savait chanter. Bah, Mais c'est vrai que ça. déjà que la mise en scène, elle est folle et qu'on sait pas comment certains plans ont été faits. Se dire que les acteurs, en plus, chantaient en direct, ce qui se fait jamais hein, dans les Ouais, du coup, comédies par moment, il y a musicales, des ça se fait jamais. dissonances hein. en Oui, ça effet, doit mais être- ça rajoute. Voilà, c'est du- sûr. Bah, ça se fait du cachet. très rarement Ça a d'habitude. été fait sur, c'est ça a été playback. fait sur Les Misérables, et c'est avec beaucoup moins de réussite d'ailleurs. Mais là, c'est très réussi. Mais ça donne une authenticité, ça donne vraiment l'impression que les personnages sont en train de chanter leur vie, Ouais. ça donne vraiment... les gens au quotidien, ils chantent. Je suis quand même très contente du fait que les comédies musicales reviennent sur... Enfin, et les films Bien sûr. musicaux de manière Ouais. générale. Ouais. Bah, je me doute bien, toi, t'es grande spécialiste. D'ailleurs, on n'a pas dit musicaux, qu'on n'a ouais. pas vu West Side Story aussi. On n'a pas vu West Side Story. On n'a Pas encore. Pas encore. mais c'est parler, sûr on qu'on va a le pas voir, vu. et je pense que... Pour ceux qui vont dire, ouais, il n'y a pas West Side Story dans le top, on l'a pas vu. Après, Voilà, c'est ça. les chansons de West Side Story, on les connaît. On les Elles connaît. sont très bien. Mais ça fait une pelletée d'années qu'on les connaît, quoi. Si vous voulez, on peut jusqu'à aller dire qu'on a déjà vu West Side Story. mais- Et on continue donc ce top avec la catégorie du film sous-coté. Et dans la catégorie des films sous-cotés de l'année, les nominés sont Home Sweet Home Alone de Don Mazer, Free Guy de Sean Levy, Les Tuches 4 de Olivier Barou, j'ai bien les frites, Prisoner of the Ghostland de Sonosion. Le gagnant est Free Guy. Vous êtes libre de ne pas être d'accord. Alors Free Guy, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une sorte de PNJ dans un jeu vidéo Open World. open world où il va rencontrer en gros quelqu'un qui vient du monde réel et enfin il va commencer à prendre conscience de où il est en fait. C'est ça un peu ça. l'histoire de Free Guy. C'est une histoire qui pourrait vite être pas terrible, hein, on se l'accorde, hein, on en a vu des films pas terribles qui partent sur des principes comme ça de jeux vidéo ou Qui parle de pop culture. de pop culture. Ouais. hein. à mettre des références à l'appel. C'est la moto Free- de Akira. Ou Free Guy, Pixel de Chris Columbus Ouais, ouais. qui est une horreur Ah, quelle sur horreur. sur le thème des jeux vidéo. Une Mm. horreur. Emoji Pure. Movie. Ça, c'est vachement bien. Non, mais. Le film fait aussi ses références un peu à la pop culture. Bien sûr. Il n'y manque pas, mais beaucoup plus. Mais, En fait, il y a une scène qui fait ça, c'est tout. en fait, c'est vrai que la vraie différence entre certains films comme certains films de Spielberg par exemple et celui-là, c'est que la vraie différence c'est qu'en fait Free Guy va développer son univers en vrai. Il y a un jeu fictif qui va effectivement rappeler d'autres jeux. Ouais, Il y a des choses qui existent, par exemple à un moment donné on parle de Twitch, on parle de YouTube, des choses comme ça, mais ça développe vraiment son univers. On va comprendre nous de quoi ça parle sans avoir besoin de faire
250 000 références à la seconde pour dire Minecraft, Fortnite. Non, il n'y a pas besoin de ça en fait. Si t'as juste un personnage qui fait une danse, enfin un joueur qui fait une danse en fond, bah t'as bien compris que c'était une ref à Fortnite, mais le jeu n'est pas Fortnite en fait. Voilà, c'est ça. Le jeu au global, c'est GTA c'est un mélange futuriste de GTA, en fait. C'est un mélange de GTA et de Fortnite en fait, en vrai. Ouais, j'aurais dit futuriste, tu vois, un peu. Bon, bref, on s'en fout. Enfin bref, oui, c'est un peu l'idée. On vous laisse parce que les jeux vidéo. Ouais, c'est vrai que c'est du GTA Online. Avec un côté robot, tu vois, enfin, c'est des mercenaires et tout ça. Marie, t'allais dire quelque chose. Non, je disais, en vrai, moi, ce film, je l'ai mis dans sous-côté parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde Et je pense qu'il a beaucoup rappelle, souffert toi, de tu ça. disais, mais j'ai quand même envie de le voir parce qu'il y a Ryan Reynolds. Ouais, c'est ça. pareil. Et J'ai Taika vraiment envie de le Waititi. voir, mais... Et moi, j'étais en mode, non, mais non. Mais je sens que ça Ah, va mais être non. tombé quand même. Enfin, je suis un peu comme ça, et en vrai, le film m'a vachement surpris. Je m'attendais pas à rire autant, déjà. Mais le film est un peu vendu comme un nouveau Ready Player One. C'est pas Alors que vraiment je trouve le cas, qu'il y a... en fait. Non, mais en fait, il y a peu de liens, en fait. À part que ça parle de pop culture, je trouve que ça se rapproche plus d'un Truman Show, en fait. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est vrai, un ça peu, serait. Mais le film est plus bienveillant envers la pop culture, la culture geek que Ready Player One. Oui, c'est ça. Je trouve ça beau, en fait, que le film critique, effectivement, certaines décisions de producteurs de jeux vidéo qui prennent les gamers pour des gros beaufs débiles. Ouais. Et C'est que le film te dit, mais non, en fait. Le film Il est faut vraiment de faire leur côté. confiance en la créativité Des joueurs. des joueurs et leur intelligence. Mais c'est vrai que le film est complètement du côté des joueurs et vraiment écrit comme un hommage aux jeux vidéo en fait, et pas juste. Bah, justement, le fait que ce soit pas. Enfin, il y a des refs à Marvel et compagnie, quoi. Ouais. Mais la plupart, comme ce sont des refs vraiment créés, bah en fait, ça fait pas ce côté vas-y, bouffe ta ref, machin. Là, c'est vraiment des fans de jeux vidéo qui rendent hommage à des fans de jeux vidéo, en fait. Ouais, c'est ça. Après, pourquoi il y a des refs à Marvel Ouais, c'est ce que aussi j'ai dit, c'est le petit Parce bémol. que Ouais. le film est un film produit par la Fox à la base, sauf qu'entre-temps, Disney a acheté la Fox. Manger la Fox. Manger, englouti la Fox, et du coup, je crois que c'était rajouté du coup après le rachat que le film. Bah a oui, été- c'est bien pour ça qu'il y a l'acteur de Captain Captain America America, qui ouais. fait un caméo, quoi. Ouais, il y a des Oui, petites c'est vrai. refs qui se sont rajoutées après, ouais. Après, c'est marrant, hein, mais Bah, c'est vrai que c'était pas. Pour moi, c'est un peu les seuls moments où je me suis dit, ah mais non, en fait, ça c'est pas C'est utile. pas utile, C'est ouais. pas désagréable, quoi. en Bah, plus. ça m'a Il y a fait une, rire, mais il y a une ref à Captain America, une ref à Star Wars, il me semble. Donc c'est pas non plus. Très- En fait, ce qui est, c'est que c'est vraiment une scène, moi je trouve. Enfin, Ouais, ouais, c'est que là, la ils ont scène rajouté dans le cette film, scène un c'est peu, pas je non trouve, plus, où... Mais ça fait un peu rajouter, quoi. Ouais, ça Oui, fait t'as ça va pas avec rajouté Et du coup, on ça, comprend parce que c'est un peu des Ouais. reshoots après le rachat de Disney, quoi. Et c'est Et un où peu on voit dommage. que Disney avait pas compris le propos du film. Mais c'est ça, c'est qu'on a l'impression que ça va à l'encontre de ce que propose le film. Ouais, Et au-delà du message, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement divertissant, très drôle. plutôt classique mais bien fait, drôle, Mm. très drôle, et surtout les acteurs sont géniaux. Ryan Reynolds, il est parfait dans le rôle. Jodie Comer, elle est vraiment très touchante. Taika Waititi, qu'on connaît surtout pour des rôles plutôt sympathiques, quoi qu'il a joué Hitler dans son dernier film. Ouais, mais Mais hyper sympa. Bernd Hitler. c'est hyper sympa. Là, il joue un enfoiré fini et il le joue super bien. Oui. Mais en plus, j'aime beaucoup ce côté. Enfin, au début, je l'ai vu arriver, je me dis, oula, il a l'air assez agaçant ce personnage. Mais en fait, il est super oui. bien géré parce que. Mais c'est voulu. Mais ouais, parce que c'est le patron de la boîte de jeux vidéo et qui essaie de vraiment se faire passer pour le mec cool et tout, mais qui du coup est super agaçant. Et où en fait, on se rend compte vraiment que c'est un immonde enfoiré. Et ça marche super bien parce que. Toute ressemblance avec des personnages qui Ah ouais, existent non, serait fortuite. On voit bien le genre de personne que ça cible, hein, ça y a pas de doute. Mais ouais. Mais en fait, je pense que le film a vraiment souffert de Sa bande-annonce. C'est Ouais, ça, il parce le que vendait ouais, tellement Moi, je pas voulais bien. vraiment Ça pas voir avait le l'air film. horrible. Ça avait l'air horrible. De sa bande-annonce, c'est des films qui ont précédé, quoi. Oui. Oui, Ouais, ça, mais c'est en sûr. fait, par moments, j'en parlais avec des gens qui l'ont vu ou qui l'ont pas vu, et très souvent, c'était ah ouais, c'est vraiment juste des rêves pour des rêves, machin. Mais il n'y a pas. Mais non, en fait, Et c'est surtout qu'à la différence de certains films, quand on voit des références, quand on voit l'univers de Twitch, etc., qui parlent des gamers qui jouent, qui streament, et donc du coup au jeu dans le fictionnel. Après vous me direz parce que vous êtes plus sur Twitch que moi, mais moi je Ouais. trouvais pas que c'était forcé, je trouvais pas que c'était un peu les boomers qui faisaient genre hey les jeunes ah non, regardez ça Twitch. ressemblait Je vraiment à trouvais que Twitch, hein, ça pour le coup. ressemblait Mais à ce qu'on pouvait voir C'est en fait. vraiment des gens de Twitch en plus. Ouais, il y avait de vraiment YouTube. des. Ah oui, ouais, c'est il y avait vraiment des vrais. streamers. Mais c'est pour ça ça faisait réel quoi, Ouais, ça faisait c'est pas réel. forcé pour dire hey les jeunes on Ouais, connaît c'est un ça, peu ça le faisait pas, Twitch. hey, hein. regardez, j'ai mis des refs à Kira. Non, t'as un vrai. À la rigueur, ce qui pourrait être les plus les refs à part Marvel, c'est le fait qu'ils aient mis des vrais streamers dans le film Oui, en à la fait. limite. Ah mais du coup Enfin, ça même ça, rajoute c'est des- au côté crédible
crédible du projet, quoi. Ouais. Après, je sais pas, peut-être que le film, on l'a plus apprécié justement parce qu'on s'attendait tellement à rien que Ouais, mais c'est pas mal en fait. Je sais pas, peut-être, mais pour moi, oui, c'est vraiment un blockbuster sympa. Bon, c'est pas un grand film, c'est pas le film de l'année. Non, on l'aura oublié dans quelques années, mais on a passé un très bon moment devant, quoi. Qu'il est passé un peu trop inaperçu, alors que franchement, il est vraiment sympa comme film. Et donc, du coup, maintenant, on va passer à une catégorie tout à fait différente, puisqu'on va parler du très célèbre, de la traditionnelle scène qui nous a hanté cette année. La meilleure scène de l'année, quoi. Dans la catégorie de la meilleure scène de l'année, les nominés sont la scène d'introduction de Belfast, la danse sur les murs de In the Heights, la scène du chef d'orchestre dans Annette, les Candyman tournant autour de la voiture dans Candyman, et le gagnant est la danse sur le mur. Tout impressionnant, non ? C'est vrai que ça m'a hanté, ça. C'est vrai que c'est pas... Hanté convient pas forcément, en l'occurrence, mais donc on a choisi la scène sur les murs de In the Heights, qui est une scène absolument sublime, qui est vraiment la scène qui... Quoi Julien Tu aimes bien Lin-Manuel Miranda? Ah oui, c'est pour Lin-Manuel Miranda. Si, je passe une scène par personne. Moi. Je ne vais pas mentir, je me souviens de cette scène et je m'étais vraiment demandé comment ils avaient fait pour cette scène. C'est le petit couple d'amoureux tout mignons qui se laisse porter par son amour et on a ce plan qui bouge dans tous les sens, ceux qui se retrouvent sur les murs et tout ça. La gravité qui perd tout sens en fait. En fait, la chanson commence, ça c'est une comédie musicale donc il y a des chansons. La chanson commence, ils sont sur un balcon, ils commencent à chanter et d'un coup, et je m'y attendais vraiment pas en fait parce que la scène va de cette direction là. Une bascule. D'un coup, il y a un point de bascule où le gars commence à grimper sur le mur et toi t'es en mode attends, qu'est-ce qu'il fait Et là, la scène bascule et tu comprends que t'es dans une scène complètement fantasmée où ils se mettent à danser sur le mur du bâtiment. Et ouais, l'angle de la caméra change et tu les vois danser, tu les vois passer par-dessus les fenêtres avec des gens qui regardent en dessous en mode quoi. Et ouais, non, c'est hyper poétique comme idée, je trouve que c'est une super trouvaille. La chanson est très belle et la scène est magnifique. Voilà, moi ça m'a touchée. De manière générale, c'est quand même un film avec beaucoup d'idées comme ça. Oui, mais il y a plein d'idées de mise en scène, ouais. Des fois, les comédies musicales, ça peut être un peu plan-plan, un peu, voilà, il y a des gens qui chantent et dansent, pas besoin de faire de grands effets de mise en scène et tout, mais là, il y a quand même pas mal de trouvailles dans ce film. On l'a vu au cinéma, j'étais waouh, c'est beau, techniquement, c'est impressionnant. Et ouais, techniquement, je sais pas comment ils l'ont fait. En fait, elle en met plein les yeux, c'est vraiment le côté rêverie, poétique et tout. C'est juste une scène à voir et à apprécier, en fait, et à se laisser porter par la poésie de cette scène, en fait, vraiment. Ouais. Et on passe tout de suite à la catégorie la plus fun de ce top, à savoir le film le plus fun de l'année. Qu'est-ce qu'on se marre. Grosse balade. Et dans la catégorie des films les plus drôles de l'année, nous retrouvons Beyond the Infinite 2 Minutes de Junta Yamaguchi, Vicious Fun de Cody Callahan, L'origine du monde de Laurent Lafitte et Psycho Gorman de Steven Kostanski. Et le gagnant est Psycho Gorman. Un vrai déconneur ce Psycho. Alors, Psycho Gorman, comment résumer ça Vous savez les Power Rangers. Ouais, voilà, vous prenez un épisode des Power Rangers, vous le passez sous acide, et puis vous mettez un peu de sang, un peu de gore, un peu de... Non, en gros, c'est un extraterrestre, le genre... sanguinaire. Pas très sympa, genre sanguinaire, violent, qui échoue sur la planète. Sauf que, je sais plus pourquoi, il y a une histoire avec une pierre qui permet de le contrôler, et c'est une bande de sales gosses qui va récupérer la pierre et qui va prendre le contrôle de cet extraterrestre. Et c'est vraiment des sales gamins, quoi. Ah vraiment, ouais, vraiment, surtout la gamine, elle est vraiment une... Après, ça reste des enfants tout à fait normaux, en fait. Mais... Et c'est ça qui est rigolo, en fait, c'est que c'est juste des enfants montrés comme des enfants, quoi. C'est ça. Ouais. Mais, avec le facteur, on contrôle... Un alien sanguinaire. Un assassin de l'espace. Avec vraiment des costumes d'aliens super cheap, super bric-à-brac, mais ça fonctionne vachement bien en fait. C'est en fait une sorte de série Z assumée. Mais la mise en scène, elle est quand même super chouette. Mais la mise en scène est cool, ouais. C'est pas ce genre de film qui disent on n'a pas le budget, on n'a pas le talent, bah c'est pas grave, ça va être moche, ça va être rigolo. C'est un film kitsch, mais assumé et bien fait. Ouais, ça, c'est une sorte d'hommage à toutes ces vieilles séries Z, trucs genre Power Rangers, même film de kaiju, machin, mais avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de second degré, de trash aussi. D'ailleurs, les aliens s'appellent
Psycho Gorman. Et il l'appelle, pendant la PG. majorité du film, Arsène Lupin, il l'appelle PG, en fait. Du coup, comme le... Du coup, ça casse complètement PG, le nom. parental, je sais plus quoi d'ailleurs. Ouais. PG-13. Ouais, comme le fameux PG-13. Pour montrer en fait que le film est pas du tout PG, mais que c'est pas grave, on va y aller à fond, quoi. Ouais, c'est un film, oui, qui assume complètement son côté caoutchouc, latex. Mais vraiment, c'est un hommage à vraiment la lettre d'amour à... Ouais, Power Rangers, c'est le premier truc qui vient en tête. Très bien. Bah, Mais c'est Rangers, ultra fun. il y a quoi. un côté, moi je trouve, dans Psycho Gorman, Doctor Who. Alors c'est peut-être parce que, bon, ici, vous le savez, on est un peu fan de Doctor Who. On est tous au moins dans une chaîne qui parle de Doctor Who. Mais je trouve qu'on aurait vraiment le méchant pété d'un épisode un peu osef de Doctor Who. Vraiment, on dit, qu'est-ce que serait Doctor Who si c'était une série gore? Ouais. C'est ça. C'est exactement ça, c'est vrai. Souvent, ce genre de film, au-delà de leur concept rigolo, des fois, on s'ennuie et il n'y a pas grand-chose. Alors que là, je trouve que le film se tient sur toute sa durée. C'est vrai, et il y a des idées tout le temps, en C'est fait. vrai que c'est ce que tu dis, c'est que souvent, ce genre de film, au début, c'est bien, parce que t'as la présentation s'amuse, des c'est personnages. rigolo quand même comme Puis idée. au bout d'un moment, ils te mettent l'histoire en place, et là, bon, tu dis, Ça bon, c'est un s'essouffle. peu, ça s'essouffle assez vite. Là, il y a toute une histoire qui s'installe, tout Une un lore, mythologie, tout ouais. un lore Ouais. autour de ce personnage qui est totalement débile en plus. Enfin, là, c'est vrai que ça ressemble à du Power Rangers un peu. Et ouais, il y a aucun moment où tu t'ennuies en fait. Alors cette année, on a rigolé, mais on a aussi pleuré. Et donc là, on enchaîne tout de suite avec le film qui nous a fait le plus piorer. Et les films qui ont fait le plus chialer nos autres sont June et Kobe de Noviandra Santosa, True Mothers de Naomi Kawase, Petite Maman de Céline Sciamma et Minari de Lee Isaac Chung. Et le gagnant est Petite Maman. Vraiment, bravo Céline, tu sais toujours autant faire pleurer. Alors on a choisi Petite Maman. Bon alors, si vous regardez pareil nos bilans chaque année, on a déjà parlé de Céline Sciamma pour son film précédent qui était Portrait de la jeune fille en feu. C'était surtout Marie qui l'avait dans son top C'était 2019. c'était ton 1. Hein. Ouais, c'était son top 1, ouais. Et donc là, Céline Sciamma, elle revient avec un film vraiment très différent. C'est-à-dire qu'elle décide d'abandonner en fait le style de Portrait de la jeune fille en feu, la mise en scène très soignée, pour revenir à quelque chose de plus intimiste, brut, à hauteur d'enfant en fait. Le fantastique, parce qu'il y a une pointe de fantastique, est quelque chose de très naturaliste au fond, et vraiment à hauteur d'enfant, et on suit juste deux enfants dans une relation qui est très belle et qu'on ne va pas spoiler, faire des crêpes, s'amuser, et pourtant ça émeut aux larmes. Ça émeut aux larmes parce que ça parle aussi de lien filial, donc forcément on est tous parents depuis peu ici, depuis plus ou moins longtemps selon les personnes, donc forcément ça nous a touchés. Quand on a vu Petite Maman d'ailleurs, tu étais enceinte. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça nous a parlé, parce que ça parle aussi du lien que des enfants peuvent avoir avec leur mère. Bah oui, c'est le cœur du film. C'est ça. Et donc c'est très fort. Et Céline Sciamma disait qu'elle s'était beaucoup inspirée de films de Miyazaki, comme Totoro. Et je trouve que ça se sent, ça se voit. Et s'il est si touchant, je trouve, le film, c'est qu'il est vrai. En fait, il n'y a pas une grande écriture comme dans Portrait de la jeune fille en feu. C'est juste des choses toutes simples qu'on pourrait dire à des enfants en fait, ou que des enfants pourraient dire. Ouais, c'est plus ça. En fait, on a vraiment l'impression, tout se passe tout à fait naturellement. Il leur arrive des choses qui devraient les interpeller quand même. C'est pas normal ce qui se passe. Mais elle le voit juste avec une candeur d'enfant. Ah bah c'est comme ça. Bon d'accord, on continue de jouer. Ah tu viens chez moi, tu viens dormir chez moi. D'accord, puis voilà. Et ça c'est un lien, c'est des choses simples d'enfant en fait que on pouvait vivre quand on était enfant et qu'on a perdu en grandissant en fait. Maintenant, on s'est mis plein de barrières, il faut s'apprivoiser, etc. Alors qu'avant, tout était simple en fait quand on était des enfants. C'est juste, je t'aime bien, ouais, bah viens, on va jouer ensemble, point. Et pas plus. Et ouais, j'ai trouvé que c'était un film avec une candeur, une douceur. C'est juste pur et beau, quoi. Et Céline Sciamma, ça m'avait déjà frappé dans Tomboy, elle est assez forte pour écrire les enfants, je trouve. Là, il y a un naturel en fait dans la façon dont les enfants parlent et la façon dont les enfants jouent entre eux, la scène des crêpes dont tu parlais. Ouais. Enfin, je trouve que c'est assez réaliste, c'est comme ça que des enfants pourraient se comporter dans la vraie vie, quoi. C'est assez rare au cinéma finalement. Ouais, c'est un tout petit film. Ouais. Dans la durée, ça dure un peu plus d'1 heure, il me semble, 1h10, 1h15, ouais. Ça,
Et il n'y a pas besoin de plus, il est juste parfait comme ça. Et donc, après avoir bien rigolé et après avoir bien pleuré, on va pouvoir passer à un film qui fait réfléchir avec le film engagé de l'année. Et les nominés pour le film le plus engagé de l'année sont Last Night in Soho de Edgar Wright, Promising Young Woman de Emerald Fennell, Titan de Julia Ducournau et The Nightingale de Jennifer Kent. Et le gagnant est... Alors, Promising Young Woman, c'est une femme très prometteuse. Une jeune femme. C'est vraiment une blague qui ne vieillit jamais. Hein. Alors, Promising Young Woman, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va dans les bars seule, qui va se faire passer pour quelqu'un de bourré, Alcoolisé. pour qu'un jeune homme vienne l'aider courageusement, bien sûr, pour l'amener chez lui, et souvent, tout le temps, ça finit mal, en fait. Ouais, Ce qui est assez qu'elle n'était pas... est-ce qu'on peut le dire? Oui, elle n'était pas bourrée, et elle lui fout une belle peur. Elle lui fait peur, voilà. Le film se base sur ça, en fait. C'est la base de l'histoire. Ça va partir beaucoup plus loin, ça va partir sur des thèmes beaucoup plus graves. Ce qui est déjà fort grave, Oui, mais c'est un cran au-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, disons qu'il lui est arrivé des choses, tout particulièrement à une amie à elle. C'est ça qui a fait qu'elle est devenue... Si elle a fait ça, oui, c'est pour cette raison. C'est une vengeance, en fait, par rapport à des choses vraiment affreuses qui sont arrivées à une amie à elle. Et du coup, c'est vraiment dans l'escalade comme ça. Et c'est un film qui est très fort, qui parle de sujets que... personnellement j'ai déjà vécu. Je pense que énormément de femmes ont vécu ce genre de situation, qui est ce truc très désagréable où t'es en soirée et où t'as forcément des gros lourds qui viennent te chercher, où tu peux pas vivre ta soirée normalement. Et de manière générale, le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes qui abusent des femmes, qui abusent de leur confiance, alors que elles ont besoin de leur aide, de leur présence, et eux en fait ils sont juste là pour une chose, quoi. Et tu en vois qu'il y en a qui ont l'air gentils de prime abord. Ouais, et qui en fait non, sont c'est juste qu'ils profitent de la... C'est ça qui est fort en fait dans le film, c'est que je trouve que ça démonte un peu l'image du violeur du film qui est toujours un espèce de vieux crado bizarre dans la ruelle. Non, la majorité des viols c'est des gens normaux, des mecs bien en fait, qui pensent pas forcément à mal à la base parce que ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font en fait, parce que c'est de la méconnaissance la plupart du temps. Et c'est pour ça que je trouve que le film est très fort mais nuancé en fait. Surtout là où le film est très fort, c'est qu'il te dit pas... En fait, il te dit pourquoi ce genre de situation est tellement banale, pas parce que tous les hommes sont des violeurs, mais parce que tous les hommes ou presque sont complices de ça. Aussi. Oui, c'est parce qu'il y a le silence global de planquer les potes et tout ça aussi qui est très important dans parce le que film. Les fameux mecs bien, les mecs qui n'abusent pas des filles, ne disent rien quand leurs potes le font et même vont les courir, les aider. Enfin, y a... Ouais, ou juste leur dire non, mais tu devrais pas faire ça, mais à côté, pas prendre la défense de la fille. Ouais, voilà. Bah, c'est vrai que le film dénonce toute cette espèce de système système patriarcal. Voilà. Pas que les mecs, parce qu'il y a les filles aussi qui les filles, les mères qui défendent leurs fils, etc. Et il y a tout un système qui est à revoir, en fait, à déconstruire. Et donc, ouais, le film, c'est vraiment un énorme pavé dans la mare pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait. Est-ce qu'on laisse la situation s'envenimer Est-ce qu'on laisse s'envenimer ou alors, est-ce qu'on agit et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc du coup on arrive déjà à la dernière catégorie et là il n'y aura pas vraiment de gagnant parce que c'est notre film préféré de l'année. Donc là c'est vraiment très très personnel. Et en plus cette année, pour la première fois, chaque personne ici a un film différent. Mais donc préparez-vous aussi. La diversité. On va parler de plein de films. Bah, je propose qu'on aille comme ça. Donc on commence par Julien, puis on terminera par moi, parce que bah, je suis la meilleure. Faut vraiment finir par le meilleur film. Indiscutablement. Non, c'est les Tuches 4. Voilà. Alors moi j'ai choisi Last Night in Soho. Pourquoi ? Parce que c'était le meilleur film de l'année. C'est un film... je vais pas mentir, je pense pas que ce soit le meilleur film de l'année. Je pense que c'est celui qui m'a le plus parlé, et c'est celui que j'ai trouvé le mieux réalisé, on va dire. Il y a ce côté un peu divertissement et cinéma d'auteur en même temps, qui est quelque chose que fait beaucoup Edgar Wright. Je suis pas un grand fan d'Edgar Wright, en fait, à part Scott Pilgrim, voilà. Parce que... pire. Ouais. parce qu'en fait, c'est pareil, c'est un sujet qui me parle, en fait, et je trouve que là,
le sujet m'a parlé, le dernier qu'il a fait, Baby Driver, qui parle de musique surtout, enfin en gros c'est vraiment tout est basé sur la musique. Ça m'a pas parlé parce que je suis vraiment quelqu'un qui passe à côté de la musique. Celui-là m'a parlé, pourquoi? Parce que ça parle beaucoup de nostalgie. Les thèmes abordés, ça va être la nostalgie. Pareil que pour Promising Young Woman, ça va être les hommes, c'est pas un sujet qui me passionne, mais c'est un sujet que je trouve super intéressant, les hommes. Les hommes qui abusent des femmes. Du coup, Julien, toi tu détestes les hommes, c'est ça? Oui, je déteste les hommes en fait. On est misandre à mort ici. Surtout Julien. Surtout Julien, le pire. Je déteste vraiment les hommes. Non, en plus c'est assez bien fait parce que c'est pas vraiment. Il y a vraiment le côté Not All Men est assez bien apporté, je trouve, parce que. Pour raconter un peu le film, c'est une jeune fille qui part de sa campagne anglaise pour se retrouver à Londres pour faire une école de couture et qui va être très axée sur les années 30 parce que... Les années 60. 30. Oui, les années 60 parce que... parce que voilà... Elle peut vivre le passé d'une autre personne. Le passé surtout de ses parents, enfin sa mère et sa grand-mère qui sont déjà venus à Londres. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Et du coup, elle vit une vie un peu... Oui, d'une fille qui habitait dans la même chambre qu'elle. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est pas c'est réaliste, mais en même temps, il y a tout un côté rêve dans lequel, quand elle s'endort, elle vit une autre vie dans les années 60, en fait. Et le côté, je dis parce que c'est pour tout ça pour arriver au côté Not All Men, je sais pas comment dire autrement en fait, c'est juste que tous les hommes dans le film sont pas horribles. Alors de son point de vue à elle est de plus en plus submergée par ces côtés les hommes sont horribles et tout ça, mais quand tu regardes le film en fait tous sont pas comme ça en fait, et surtout dans les... C'est donc tous ceux importants, parce que bon il y a le mec là de la... Le mec qui a l'air un peu amoureux d'elle et tout ça, qui essaie de s'intéresser à elle, où elle, du coup, elle a vraiment de la distance. Voilà, elle va prendre de la distance parce qu'elle a peur. Mais qui, lui, et pour le coup, c'est vraiment juste le mec qui voit une meuf un peu paumée, qui a l'air sympa, je veux bien t'aider, quoi. Mais elle, en fait, elle est juste face à des expériences traumatiques avec des mecs, donc forcément... Et donc, du coup, pour finir, après, du coup, le film mêle ce côté réaliste avec un côté très fantastique. Et horreur même à un moment, ça devient de plus en plus dans l'horreur, ça vire dans l'horreur en fait. C'est un thriller horrifique. Ouais, et je trouve ça super bien fait. Alors après, j'ai vraiment eu du mal à choisir un top. On a vu beaucoup de bons films, mais en comparaison, j'ai pas un film qui m'a vraiment plus marqué que les autres en fait. Il n'y en a pas un qui surnage comme il y a pu avoir certaines années. Voilà, c'est exactement ça. J'ai l'impression que chaque année, quoi que l'année dernière, je crois que j'ai dit exactement la même chose. Mais cette année, on a vu des bons films. Qui forment le top 10 quoi, ou même plus. Même plus, ouais. Mais par contre, j'ai du mal à mettre le premier, à dire celui-là vraiment, c'est le film de l'année, j'ai vraiment eu du mal en fait. Moi, en film de l'année, j'ai choisi Dune. Parce que Dune, c'est quand même vachement bien. Non, Dune, c'est un des rares films que j'ai pu voir au cinéma, parce que c'est ça aussi, être jeune parent, c'est qu'après, il faut les regarder à la maison. Et je ne sais pas si ça a joué ou pas. Parce que je pense que c'est aussi de base un film grandiose, mais j'ai véritablement été transportée par Dune, par l'ambiance sonore, visuelle, bien entendu. C'est une expérience que je suis vraiment heureuse d'avoir vue au cinéma. Je pense que j'ai dit dans le top 2020 que j'avais des attentes sur Dune et que c'était le film que je voulais voir au cinéma. Ouais. Donc c'est un des rares que j'ai vu au cinéma. Et j'ai été complètement plongée dans cette ambiance. Je n'ai pas vu le film passer. Quand il s'est terminé, je me suis dit, déjà, alors qu'il est quand même super long. Il dure quasi 3 heures, hein. Ouais, je ne l'ai pas vu passer. J'ai véritablement été submergée et emportée dans cet univers. Le jeu d'acteur est incroyable. Ils sont tous très bons. Dune, c'est un... Enfin, je les ai pas lus, mais ça m'a vraiment donné envie de lire Dune, déjà. Et j'avais vu le film de David Lynch. J'avais rien invité. Et ça, je pense que c'est tout. Non, bah, David Lynch non plus. Hein. David Lynch non plus. Mais c'est parce que le film qu'on voit de David Lynch a été surcoupé par les studios, charcuté, et c'est pour ça qu'il peut plus rien dire. S'il avait pu faire un film de 9 heures, je pense qu'on aurait plus compris, tu vois. Mais forcément, c'est bien Dune. Il y a Zendaya. On pourrait s'arrêter là, voilà, il y a Zendaya, allez-y. Mais bon, disons que là, pour le coup, c'est quand même très dense, l'univers de Dune. Et là, tout passe avec une fluidité. À aucun moment, je me suis sentie perdue dans cet univers de Dune, qui est quand même quelque chose d'énorme. Et pourtant, c'est un film qui prend son temps. C'est un film très lent, très contemplatif.
mais qui pour autant nous raconte énormément de choses. Et ouais, ça a été une vraie claque. Et toujours aujourd'hui, pour le coup, c'est vraiment le film de l'année que j'ai toujours le plus en tête, alors que ça commence à faire quelques mois quand même qu'il est sorti. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Il va falloir attendre quelques temps, hein, encore. Mais visiblement, le public a été au rendez-vous. C'était pas gagné. Non, surtout que Blade Runner 2049, le Villeneuve précédent, avait eu des bonnes critiques, mais avait plutôt bidé en fait en termes de box-office. Il a marché après en fait, avec le bouche à oreille. Bah même, non, il est plutôt pas rentable en réalité. D'accord. Mais Dune, c'était du coup un énorme budget, parce que en plus, un casting monumental. C'était un pari assez fou. Hein. C'était un pari fou. En plus, ça a été repoussé un nombre incalculable de fois à cause du Covid, des confinements. Mais ça sort dans une situation assez particulière parce que du coup, Villeneuve a quand même accepté que le film sorte en simultané au cinéma et sur HBO Max. Et donc du coup, on savait que si le film n'était pas assez vu, il n'y aurait jamais les suites. Et le film a été un énorme carton. Alors que c'est quand même un film de 3 heures contemplatif, pas facile d'accès pour de la SF, quoi. Clairement, c'est pas un space opéra à la Star Wars, quoi. Et le film a énormément marché, donc du coup la suite a été officialisée et ça fait plaisir. Mon film de l'année, c'est Annette de Léos Carax, dont vous avez tous entendu parler sur Twitter parce que tout le monde s'est pignolé sur la scène du chef d'orchestre pendant des mois. Et parce que c'est la meilleure scène de l'année. Oui, bien sûr. Et donc Léos Carax, c'est un cinéaste plutôt rare hein, sur nos écrans. Il fait un film tous les 10 ans à peu près. Et sur un scénario des Sparks, donc, dont on parlait tout à l'heure. Et donc je vais pas vous parler de l'intrigue parce que je pense qu'il faut le découvrir en sachant le moins possible comme nous on l'a vu. Hein. Pour moi, Annette, c'était une de mes grosses attentes cette année, peut-être même la plus grosse attente de cette année en matière de cinéma. J'avais adoré vraiment Holly Motors, le dernier film de Léos Carax qui m'avait complètement retourné la tête. En plus, bon, c'est un film musical, voilà, il y avait deux de mes acteurs préférés, Adam Driver et Marion Cotillard, enfin voilà, sur le papier ça semblait fait pour moi, et donc vraiment mes attentes elles étaient là quoi pour Annette. Et pour autant le film m'a pas déçu, et même j'ai envie de dire le film a surpassé mes attentes. Pour moi tout est quasiment parfait, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau des décors qui sont magnifiques, que ce soit au niveau des acteurs, de la partition musicale, j'écoute la BO tout le temps, enfin pour moi il y a vraiment rien à acheter, et le message du film aussi je trouve et super intéressant. Je vais pas en dire plus pour rien dévoiler de l'intrigue, mais tout ce qui est autour du personnage d'Annette, donc qui donne son titre au film, j'ai trouvé ça passionnant. Flavia l'expliquait tout à l'heure, c'était une séance assez particulière pour nous parce que c'était vraiment une séance où la salle était bondée, les gens étaient venus en masse voir le film, on n'a pas forcément l'habitude quand on va voir un film comme ça dans un cinéma d'arrêt d'essai. Et ouais, l'enthousiasme du public pour le film, ça fait aussi partie des trucs qui nous ont emballés. La mise en scène incroyable, l'émotion du film, toute la réflexion qu'il y a derrière. À la fin, t'as des références à une phrase de Nietzsche qui dit que... Je sais pas si c'est du spoil ou pas, mais... Sympathy for the Abyss. Ouais, en gros, quand tu regardes dans l'abysse, l'abysse te regarde aussi. Enfin, il y a ce genre de messages dans le film qui moi, m'ont vraiment touché. Enfin, voilà, comment je peux parler d'Annette pour moi, c'est un film quasi parfait, voilà. Ouais. Je le dis, je n'ai pas peur des mots. Ah mais t'as raison en fait, et c'est rigolo parce que moi jusqu'à la semaine dernière, pour moi mon film préféré c'était Annette. Et ça reste, je pense, le meilleur film de l'année que j'ai vu. Et c'est pas celui que j'ai choisi de mettre en top 1. Parce qu'il y a il y a aussi quelque chose de subjectif. Non mais il y a quelque chose de subjectif qui se joue, des fois. Et il s'est joué quelque chose avec Matrix Resurrection. Alors là je m'engage sur un exercice un petit peu particulier, qui est de ne rien spoiler de l'intrigue. Déjà parce que nos deux comparses ici n'ont pas encore vu le film et je ne veux vraiment rien leur gâcher. Et aussi parce que je ne veux rien vous dévoiler à vous, parce qu'il y en a sans doute qui n'ont pas vu le film ici, et allez le voir. Il est en salle en ce moment, il bide un peu, allez le voir, n'allez pas voir seulement Spider-Man No Way Home, même si vous pouvez aller le voir, hein, c'est pas un jugement de valeur. Allez voir les deux. Voilà, allez voir les deux. Et allez voir Matrix. Alors, Matrix, c'est un film de Lana Wachowski. Lana Wachowski, avec sa sœur Lily, c'est elle qui est derrière les Matrix. J'ai l'impression là de répéter ce que tout le monde sait. Après ça, elles ont fait plusieurs films, elles ont fait aussi une série Sense8. Sense8, c'est une série très particulière pour moi, parce que, en la regardant, c'est la première fois que je me suis dit
ah ouais, mais je suis trans en fait. Vraiment. C'est là où je me suis dit, mais c'est ça en fait qui manquait enfin, que je comprenais pas dans ma propre vie. C'est Lana Wachowski et Lily qui a réussi à mettre les premières des mots sur ce que je vivais au quotidien en fait. Donc forcément, Lana Wachowski, elle est à part pour moi dans mon parcours de cinéphilie. Matrix, c'est génial. Toute la trilogie, c'est génial. Et c'est beaucoup moins évident que ce que des gens pensent. C'est-à-dire que les 2 suites ne sont pas mauvaises, malgré ce que beaucoup de gens le pensent. C'est juste des films qui décident volontairement d'aller à l'inverse de ce que les gens attendaient. De dire, je mange mes cheveux. Matrix, premier du nom, met des choses en place, met un univers en place et dit maintenant on va aller dans la révolte. Et à partir du 2, on te dit mais non en fait, la révolte elle n'existe pas. Ou alors, les révoltés, vous qui pensez être dans la révolte, vous faites partie du système. Vous alimentez le système. C'est ce que le système attend de vous. C'est ce que le système attend de vous. Et même, grâce à vous, les autres personnes se tiendront bien. Parce que vous allez avoir un effet repoussoir sur les autres gens. Et donc c'est brillant. Il y a énormément à analyser dans Matrix. Je vais pas là, en 10 minutes, plier ce que des gens font depuis 20 ans en fait. Et Animatrix, c'est très bien aussi. Et Animatrix, c'est vraiment génial. Elles étaient vraiment, elles ont révolutionné en fait l'industrie. Elles ont dit on va faire à côté des courts-métrages. On va faire à côté un jeu vidéo qui s'intègre dans l'univers de Matrix. On va faire des comics. Matrix, c'est vraiment. De quoi? C'est Enter the Matrix qui est vraiment. Oui, alors le jeu apparemment est raté. Je n'y ai pas joué, mais l'ambition était de faire un univers transmédia. C'est rigolo. Oui, Marie, je sais. Elles ont eu l'idée 20 ans en avance de ce qui est aujourd'hui l'industrie de Hollywood. Avec un univers qui est vraiment partagé avec beaucoup de médias différents. Et donc, du coup, quand on a su qu'un Matrix 4 allait se faire, tout le monde s'est dit... Enfin, moi, j'ai dit, mais non. Enfin, je veux pas voir Matrix 4. Parce que la trilogie, elle est parfaite telle qu'elle est. Il n'y a plus rien à dire, c'est... conclu. C'est fini. Voilà, c'est fini. Après, on a su que Lana Wachowski revenait. Donc, l'une des 2 sœurs seulement, parce que elles ont vécu assez différemment la mort de leurs 2 parents, etc. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et donc, je me suis dit, bah, attendons de voir du coup ce qu'elle a à dire. Parce que si elle revient, c'est peut-être parce qu'elle a quelque chose à en dire. Le film Matrix 4 n'est absolument pas une suite telle qu'on pourrait le penser à Matrix. C'est une suite quand même à Matrix. C'est un film qui se rapproche vraiment de ce que a fait Lana Wachowski dans Sense8 et donc du coup qui s'inscrit dans toute l'évolution en 20 ans de son cinéma en fait. Et c'est vraiment aussi un énorme doigt d'honneur lancé à l'industrie d'Hollywood. Lana Wachowski, c'est une personne qui a été portée au nu lors de Matrix, qui après a été traînée dans la boue par l'industrie d'Hollywood. Dès qu'elle a plus fait assez rapporter d'argent, les producteurs l'ont complètement abandonnée sur le bas-côté. Et donc on se retrouve avec une Lana Wachowski qui ne comprend plus l'univers, enfin le monde dans lequel elle évolue. Alors qu'avant elle était visionnaire, aujourd'hui elle a l'impression d'être en retard ou de ne plus être en phase avec le monde de Hollywood. Et c'est ce qu'elle démontre en fait à travers cette métaphore de Matrix Resurrection en fait. Elle te dit, mais pourquoi t'es là? Pourquoi tu es venu voir ce Matrix 4? Elle t'engueule limite un petit peu. Ouais, mais non, tu fous là, tu donnes ton argent. Non mais ça me donne super envie de voir ça. Non mais laissez-moi finir. Mais en fait elle te dit, mais vous devriez pas voir vous n'avez pas envie de voir Matrix 4. Les producteurs, eux, ils ont envie d'un Matrix 4. Parce qu'ils ont envie de renouer avec le succès qu'a été Matrix. Qui a redéfini la pop culture au début des années 2000. Là, aujourd'hui, Matrix 4 ne devrait pas exister. C'est un projet qui ne devrait pas être là. Mais moi, maintenant que je suis embarqué, parce que de toute façon, et on le sait depuis, la Warner aurait fait un Matrix 4. Avec ou sans elle. Ah, ok. Oui, donc ça change beaucoup de choses. Elle s'est dit, bah, je vais le faire. S'il faut qu'il soit fait... Elle a quel système en fait? C'est ça, elle a quel système? Elle a dit, bah, puisqu'il faut que ce film soit fait, je vais le faire. Et je vais régler mes comptes avec la Warner, dans le film. Et ils ont accepté le scénario. Et ils ont accepté le scénario. C'est dingue. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit, maintenant qu'on est embarqué en fait, dans ce Matrix 4, qu'on est tous ensemble, les spectateurs comme moi, dans ce film, on va bien en dire quelque chose, on va bien en raconter quelque chose.
et ben elle va raconter la plus belle chose qui soit. Mais la chose la plus simple, l'amour. Qu'est-ce qui reste Non mais, c'est un peu con à dire, mais qu'est-ce qui reste au-delà de tout ce qui est mercantile? Il reste l'amour, et je vais ramener cet univers de Matrix à son essentiel. Elle va le désosser de tout, en fait, ce qui faisait Matrix, la réflexion philosophique, la métaphore sur la transidentité, les boum boum bagarres, les combats. Et elle va dire non, moi je vais juste aller dans l'intime et vous parler d'une belle histoire d'amour. Parce que c'est de ça dont on a besoin, en fait. C'est d'amour. Et en ça, c'est pour ça que c'est un film qui finalement se retrouve plus proche de Sense8 que des premiers Matrix. Parce que Lana Wachowski a évolué. Et ce film, en fait, on te dit, mais Lana Wachowski, tu te dis, mais j'ai plein de choses à vous raconter, moi. Mais pas dans Matrix. Ailleurs. Donnez-moi des projets, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'argent. S'il vous plaît. Et je vais vous en faire des films. Moi, vous qu'elle a inquiétez de l'argent, pas. elle fait de ses trucs. Enfin, Claude Atlas. Claude Atlas. Claude Atlas, moi, c'est vraiment mon film préféré des Wachowski. Et vraiment, il est... Waouh. C'est un film qui s'est fait... c'était pas du Matrix. Et donc, du coup, ça n'a pas plu. En fait, le alors vrai que problème si poétique. des Wachowski, c'est qu'elles ont tapé si fort au quasi-début de leur carrière avec leur deuxième film. Bound. Ouais, non, mais avec leur deuxième film Matrix, que tout ce qui a suivi s'est fait dégommer. Les Matrix 2 et 3, parce que c'était pas la même chose, parce qu'elles voulaient pas faire la même chose, parce qu'elles ont toujours eu l'intelligence de proposer autre chose. Speed Racer, c'est trop bien. c'est génial, mais c'est pas du tout du Matrix. Ça s'est fait dégommer. Claude Atlas, c'est pas que ça s'est fait dégommer, c'est que les critiques ont dit c'est génial et le public n'y a jamais été. Il n'est pas allé en salle, quoi, alors que ça, Sense8, si vous n'avez pas c'était vu, vraiment regardez. super, même si je comprends que certaines personnes y soient hermétiques, mais c'était tellement cher que Netflix a fermé les tuyaux, quoi. Et on se retrouve avec une conclusion de Sense8 dans un téléfilm qui fait ce qu'il peut pour raconter en 2 heures ce qui était prévu en 3 saisons. Bah moi, ça me rend triste, en fait, que l'une des plus grandes artistes de Hollywood actuellement se retrouve à devoir... Enfin, pour avoir de la visibilité, c'est obligé de juste revenir à Matrix, alors qu'elle a tellement plus à dire. Elle a tellement à vous apporter. Elle vous aime tellement. D'ailleurs, c'est ta daronne. Bah un peu, non mais... Elle a une figure un peu maternelle côté, pour moi, ouais. Et il me semble qu'on a terminé cette cérémonie. Dis donc. Ah oui. Oh. Mais une fois qu'on a parlé des bons films, il nous reste à parler des mauvais. Ah Ouais. C'est le mieux, c'est le mieux. On est là aussi pour ça. Mais oui, mais bien entendu. Et cette année, il y a eu du mauvais aussi. Ah oui, il y a eu du bien mauvais, ouais. Très mauvais. Allez voir le flop. Voilà. Là, on vous quitte pendant le générique de fin avec nos top 10 quand même. Voilà. Vous aurez nos 4 Ou top c'est 10. même pas forcément les mêmes films que ceux qu'on a Non, évoqués là, non. mais ça peut vous faire plein d'idées. De toute façon, si c'est dans notre top, c'est qu'on vous les conseille. Oui. C'est que c'est bien. Ouais, Voilà. Il y a eu vraiment des super bons films cette année. Et ben, on se retrouve de l'autre côté du miroir pour parler de gros caca. Trop bien.